fait, on observe depuis le début de la crise du coronavirus que les bourses du monde entier sont en chute libre. Et tout ça apparemment n'augure rien de bon pour la suite si on écoute les médias. Les experts parlent déjà, eux, de crise économique, de récession et d'aide massive aux entreprises. C'est quand même incroyable qu'un virus fasse flancher toute l'économie mondiale, non? Oui, donc il faut insister sur le fait que la crise du point de vue financier et du point de vue économique, c'est-à-dire de la production, a commencé bien avant que le coronavirus fasse ses effets dramatiques en Chine, c'est-à-dire à partir de décembre 2019. La crise économique, elle a commencé en fait fin 2018. Il y a eu une crise très importante du côté de Wall Street, avec un crash une chute de 12% un peu avant Noël 2018. Et l'administration américaine, donc Donald Trump, a mis la pression sur la Banque centrale des États-Unis, qu'on appelle la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, pour qu'elle baisse les taux d'intérêt de manière à injecter un maximum de liquidités Mhm. dans les bourses et dans les banques pour faire redémarrer la bourse. Et la bourse a redémarré comme si de rien n'était au cours de l'année 2019. Et là, tout semblait aller très bien, sauf que quand la bourse augmente, par exemple, de 30% de valeur, alors que l'économie réelle, c'est-à-dire la production, n'augmente que de 1 ou 2%, bien, n'importe quel économiste sérieux se rend bien compte qu'il y a un très, très gros problème. Ce n'est pas du tout une situation normale, c'est une situation de développement d'une bulle, c'est-à-dire d'une activité spéculative dans les bourses, et en l'occurrence, c'est le signe que l'argent injecté par la Banque centrale, en l'occurrence la Banque centrale des États-Unis, la Fed, est utilisé par les banques qui reçoivent ces liquidités pour racheter leurs actions en bourse afin de faire monter le prix de ces actions. Donc c'est un phénomène extrêmement important dont on parle très très peu dans les médias. Les grandes sociétés, les banques, mais aussi les grandes sociétés industrielles, commerciales, de communication, rachètent leurs propres actions en bourse de manière à créer une demande artificielle pour leurs actions, de manière à augmenter leur prix. Et donc, ça fait augmenter les bourses, c'est purement spéculatif, et ça a aussi comme effet de rémunérer les grands actionnaires, parce que la banque et les autres sociétés rachètent leurs propres actions Mhm. à leurs grands actionnaires, qui donc touchent des revenus. Et si l'action augmente de 20 ou de 30%, et que le gros actionnaire, le grand actionnaire a acheté ses actions par exemple, au prix de 60, et que l'augmentation est de 40% et passe à 100, bien quand le grand actionnaire revend l'action à sa propre société, il touche la différence, c'est-à-dire 40, ce qui est un profit tout à fait juteux. Et donc ça s'est passé tout au long de l'année 2019 aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce que en Europe, la Banque centrale européenne, elle continuait à acheter des titres sur les marchés financiers et à fournir de l'argent très très facile aux banques. Donc il y avait une situation très préoccupante dès la fin de l'année 18, et je dirais que dès en fait 2017, on voyait parfaitement les symptômes d'une nouvelle très grande crise financière. Donc ça, c'est du côté financier, l'année 2019. Il y a eu un nouveau choc en 2019, à partir de septembre, de nouveau à Wall Street. Les banques qui se rendaient bien compte que ce petit jeu ne pouvait pas continuer, Mhm. ont commencé à se méfier les unes des autres.
et n'ont plus voulu se prêter de l'argent à court terme parce qu'elles ne savaient pas ce que la banque concurrente qui souhaitait leur emprunter de l'argent, dans quel état elle serait le lendemain. Et ça se passe sur un marché qui s'appelle le marché des repos. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce marché est entré en crise en septembre 2019. Et là, la Fed, donc la Réserve fédérale des États-Unis, entre septembre et Noël de 2019, a injecté, figure-toi, 1000 milliards de dollars sur le marché du repos pour qu'il reste, comme on dit, liquide. À savoir que les banques qui cherchent sur le marché du repos des liquidités au jour le jour trouvent ces liquidités. Donc, la situation financière était une situation de crise. Tous les éléments étaient réunis pour que la bulle éclate. Mais par définition, tant que la bulle n'a pas éclaté, ben, il y a une sorte d'euphorie. On se dit tout va bien. Oui, c'est ça. Et donc, mais quand on est un économiste sérieux ou une économiste sérieuse, on sait très bien que c'est plutôt quand cette bulle va-t-elle éclater? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon. Donc, si j'ai bien compris, il y a une méfiance des banques qui veulent plus prêter entre elles. On essaie Oui. de réinjecter de la liquidité, donc un maximum d'argent via les banques centrales pour pouvoir faire en sorte que les banques se refassent confiance et normalement réinvestissent dans l'économie productive, donc l'économie réelle. Donc quand les gens produisent des chaises, des voitures ou quoi que ce soit. Mais en fait, ces banques n'utilisent pas du tout cet argent-là pour ça. Elles rachètent leurs propres actions Tout pour à faire fait. gonfler en bourse leur cotation, ce qu'on appelle une cotation en bourse, pour la faire gonfler artificiellement et donc gagner encore plus de dividendes et donc en fait faire encore plus grossir la bulle. Voilà, c'est un très bon résumé. Et on peut ajouter là, je parlais des grands actionnaires, parce que si tu veux, les grands actionnaires, c'est eux qui désignent les administrateurs de la banque. C'est les administrateurs de la banque qui décident le rachat, combien, pour quel montant ils vont racheter les actions de la banque. Mhm. Et c'est une manière de rémunérer le grand actionnaire de la banque. Parce que j'ai décrit un phénomène où le grand actionnaire a acheté les actions de la banque à 60 euros. OK? Ouais. Grâce au rachat d'actions et à la bulle qui se développe, les actions passent à 100 euros. Et à ce moment-là, la banque rachète ses actions à 100 euros. Le grand actionnaire, il empoche la différence il empoche les 100 euros, mais il avait déboursé 60, donc il empoche 40 euros de plus-value par rapport au prix qu'il a payé. Et il faut savoir que dans un pays comme la Belgique, on ne taxe pas les plus-values sur les actions. Parce que la Belgique dit, la bourse est très bien, il faut faire augmenter les valeurs à la bourse, et donc il ne faut surtout pas taxer les plus-values sur les actions. Donc les actionnaires, les grands actionnaires, sont extrêmement intéressés à ce qu'on leur rachète les actions, puisque ils ne payent pas de taxes, parce que ce n'est pas considéré comme un revenu, c'est une plus-value sur un bien. Et c'est taxé différemment ou ce n'est pas taxé du tout. Dans certains pays, ce n'est pas taxé du tout. Et dans d'autres pays, c'est en tout cas taxé beaucoup moins qu'un revenu, qu'un gain. Deuxièmement, alors, les banques versent des dividendes à leurs actionnaires, aux petits, mais les petits reçoivent un petit dividende. Et les grands actionnaires, comme ils détiennent un grand nombre d'actions, parce qu'ils ne vendent pas toutes leurs actions, ils vendent les actions, ils font une plus-value, ils gardent une autre partie des actions et ils reçoivent des dividendes par rapport aux actions qu'ils ont gardées. Et Et donc, qui ont augmenté entre-temps puisque ils ont fait gonfler artificiellement la demande en revendant leurs actions. voilà. Et donc, les grands actionnaires, on va dire, ont deux sources très importantes de revenus et sont très contents qu'il y ait une bulle boursière.
Alors, si on revient à la situation de l'année passée, il y avait donc une bulle boursière qui a failli donc exploser en vol en décembre 2018. La Banque centrale américaine est intervenue pour arrêter l'incendie, mais ça n'a fait que renforcer le développement de la bulle dont on avait évité l'éclatement en décembre 2018. Alors, il faut parler de l'économie réelle. Effectivement, comme tu l'as dit, le discours officiel consiste à dire on injecte comme banque centrale des liquidités, donc on donne des liquidités aux banques, parce que c'est l'intermédiaire entre la banque centrale et les acteurs économiques, ce sont les banques. Donc quand on dit que la banque centrale injecte des liquidités, vient en aide à l'économie, l'intermédiaire entre l'économie et la banque centrale, ce sont les banques qui reçoivent donc des moyens très importants. Il y a aussi des grandes entreprises qui reçoivent certains moyens, mais disons que plus de 80, entre 80 et 90% des moyens mis à disposition de l'économie par les banques centrales passent directement par les banques. Et les banques, contrairement au discours officiel, ne recyclent pas ces moyens financiers dans l'économie réelle, c'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas en priorité aux ménages ou bien aux petites et moyennes entreprises. Il faut savoir que les petites et moyennes entreprises, ce sont elles qui fournissent le plus grand nombre d'emplois dans la plupart de nos sociétés du Nord. Il y a des grandes entreprises qui peuvent concentrer chacune plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de salariés, mais c'est une myriade de petites et quelquefois micro-entreprises ou moyennes entreprises qui font l'essentiel du salariat, du personnel employé touchant des salaires. Et les banques réchignent très fort à prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises. Maintenant, revenons justement à cette économie réelle, c'est-à-dire la production. Eh bien, la production, elle a commencé à chuter dans les principales économies mondiales au cours de l'année 2019. C'est un processus qui avait commencé aussi en 2018. On se rappellera que la croissance de la Chine, qui était en 2016-2017 de l'ordre de 8 à 9%, est passée à du 7% et l'année passée, donc en 2019, à du 6%. Donc il y a une chute de la croissance chinoise. Mais beaucoup plus grave pour l'économie mondiale du point de vue de la production. Quand je dis grave, c'est du point de vue de la production. On peut discuter de la nature de cette production, de la qualité, et personnellement, on pourra en parler à un autre moment dans la discussion, mais je suis pour la décroissance, mais une décroissance planifiée. L'année passée, il y a eu une chute de la production en Allemagne. L'industrie allemande, ce n'est pas que sa croissance s'est ralentie, c'est qu'on a produit moins en Allemagne. Donc, si on produisait 100 en 2018, le total de la production équivalait à 100. En 2019, le total de la production allemande était de l'ordre de 90-95. Donc, elle était inférieure à l'année précédente. Et dans le secteur de l'automobile, la chute était de l'ordre de 20%. Or, en Allemagne, la production automobile, c'est un élément absolument fondamental pour la santé de l'économie allemande. Les grands producteurs d'automobiles européens, c'est des producteurs allemands, c'est VW notamment, et d'autres grandes marques allemandes. Et donc, il y a une chute dans l'automobile et il y a une chute dans la production des équipements industriels, des machines-outils, etc. Et ça, c'est un élément clé
de la santé d'une économie capitaliste. Quand on produit et qu'on vend moins d'équipements industriels, de machines-outils, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que toutes les branches d'industrie qui assemblent, que ce soit des ordinateurs, des iPhones, des voitures, des frigos, des téléviseurs, tout ce que tu veux, ou dans l'alimentation, ça veut dire qu'elles commandent moins d'équipements pour produire. Donc, quand il y a une chute dans le secteur qui produit des équipements, des machines-outils, ça veut dire qu'il y a eu une chute dans l'investissement dans tous les secteurs qui produisent des biens manufacturés et ça annonce une chute importante de la production. Et cette chute de la production, elle a touché donc l'Allemagne. La production de plusieurs branches industrielles a chuté aux États-Unis en 2019, en Italie, et alors des grandes économies du Sud, il y a une chute très importante de la production au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud, qui sont des économies dites émergentes, voire, pour reprendre une expression en vogue depuis 5 ans, des BRICS. Quand normalement il y a une crise de la production, une crise de la demande, etc., la bourse doit s'en ressentir si elle était un minimum liée à cette économie Voilà. réelle. Normalement, elle doit baisser, mais la bourse, total, elle est pas mal. il y avait un décalage total entre la bonne santé de la bourse et la santé réelle de l'économie. Et comme les médias mettent l'accent sur les informations sur les marchés boursiers, mais ils pouvaient donner l'impression, ils cherchaient à donner l'impression à l'opinion publique l'année passée que tout allait très bien. Et alors tout d'un coup, tout va mal, nous dit-on, suite à l'épidémie du coronavirus. C'est une crise dramatique, il ne faut absolument pas la minimiser. Et quand elle va toucher massivement des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud ou la République démocratique du Congo ou l'Inde, vu les difficultés de faire respecter la distance, vu la concentration de population dans d'énormes quartiers populaires où vivent des millions d'habitants, la propagation, la vitesse de propagation peut être dramatique et on peut avoir une deuxième vague de l'épidémie avec des effets absolument dramatiques pour ce qu'on appelle le Sud global. Donc, je ne minimise absolument pas l'importance de cette épidémie, mais je mets l'accent sur le fait que la crise financière et la crise dans la sphère de la production avaient commencé avant l'épidémie de coronavirus. Maintenant, il est clair que à partir en pleine crise du coronavirus, disons quand on s'est rendu compte que l'Europe était impactée de manière extrêmement forte et brutale, c'était à partir de début février, avec ce qui se passait de manière très grave en Italie, hein, et qu'on s'est bien rendu compte que aux États-Unis, comme il y a 89 millions de personnes qui n'ont pas de couverture de santé, de système de sécurité sociale, quand ça arriverait aux États-Unis, ça aurait des effets dramatiques. Il y a eu une prise de conscience de l'importance de cette crise et des effets que ça pouvait avoir en conséquence sur l'économie réelle. Et là, il s'est passé la chose suivante. Les grands actionnaires, qui sont les mieux informés sur la santé réelle de leurs banques et de leurs grandes sociétés, se sont dit que la fête boursière était terminée et que ça valait mieux que ce soit eux qui décident eux-mêmes quand cette fête était terminée plutôt que d'attendre que la bulle éclate d'elle-même.
Et donc les grands actionnaires, les grands fonds d'investissement se sont mis à revendre massivement les actions qu'ils détenaient encore, parce que certaines actions, ils les avaient revendues à leur propre société au cours de l'année 2018 et 2019. Et ça a provoqué une chute absolument forte. À partir du moment où les grands actionnaires se mettent à vendre, bien le prix chute, mais par exemple, il passe de 100 à 85, et les plus grands essayent de vendre le plus vite possible avant que ça ne tombe à 65 ou que ça ne tombe à 70 ou 75. Et donc, ils accélèrent le mouvement de vente et puis ils sont suivis par de grands fonds de pension qui sont un peu plus lents, mais qui ont des... Si tu veux, d'ailleurs ça fonctionne avec des logiciels. À partir du moment où à la bourse, le cours des actions passe en dessous d'un palier, les logiciels détectent qu'il y a un mouvement de vente et se lancent eux-mêmes des ordres de vente. Donc, sans même consultation d'un conseil d'administration d'un fonds de pension, le logiciel avec lequel opère la politique d'achat ou de vente des actions et de placement des liquidités d'un fonds de pension, le logiciel va décider de passer à la vente. Et donc, c'est quand même dingue, en fait, parce qu'on dit souvent que la bourse, c'est quelque chose, c'est une institution, c'est quelque chose de solide, qu'il faut écouter la bourse, etc. Et que chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. On voit bien qu'en fait, il y a une espèce de gros effet moutonnier où, quand les gros décident de partir et c'est eux qui lancent le mouvement, au final, il y a vraiment un effet de suivi qui fait qu'il y a une grosse panique et qu'il y a une dégringolade totale dans l'action, etc. Tel que les dirigeants des banques centrales en lien avec les bourses décident d'interrompre les séances qui se déroulent en pleine journée. Donc on appelle ça des coupes-circuits. C'est inventé il y a une trentaine d'années, mais dans les 10 dernières années, on ne les avait pas actionnés. Tandis que depuis le 17 février, de manière systématique, les coupes-circuits ont été actionnés. C'est-à-dire que, par exemple, si les actions baissent de 10%, la séance est interrompue pendant un quart d'heure avec comme mot d'ordre « Reprenez vos esprits, du calme, revoyez les ordres que vous avez donnés et essayez de reprendre le contrôle de vos ordinateurs et de vos logiciels parce que là, on va droit dans le mur si la dégringolade continue de cette manière-là. » Et donc, ce qui est frappant, c'est que à plusieurs moments, les bourses ont dû, sur une seule journée, couper les circuits. Ouais. Après avoir coupé, le mouvement de dégringolade reprenait. Donc, la situation est extrêmement grave. Maintenant, si on regarde la situation entre le 17 février et le 17 mars, donc en un mois, les bourses, en moyenne, ont baissé de 30%. Partout dans le monde, sauf en Chine. La situation des bourses chinoises, notamment la bourse de Shanghai, la bourse principale, la chute a été beaucoup moins forte. Mais pourquoi en Chine c'était moins fort? Parce que l'économie et le secteur public est encore fort important et le gouvernement chinois qui contrôle encore largement l'économie chinoise donne des ordres à ces sociétés, leur interdit de vendre à l'appel, de vendre en masse des actions et donne l'ordre à une série de sociétés, de grandes sociétés
d'État de racheter systématiquement des actions quand ça commence à chuter. Donc, si tu veux, les patrons du secteur privé chinois commencent à vendre, bien, ça produit, d'abord, ils sont menacés d'amendes et de représailles s'ils vont trop loin, et puis des grosses sociétés d'État rachètent à la bourse, et donc la situation est mieux contrôlée. Mais par exemple, le Belvand, qui est la bourse à Bruxelles, a chuté de 41% entre le 17 février et le 17 mars. Le CAC 40, il a diminué de 35% ou de 36% à Paris. Si on regarde la courbe, on a une courbe très clairement descendante. Dans la courbe descendante, on a des mouvements, chute plus forte et un peu de montée. Et puis de chute. Mais on est dans la dégringolade. OK? Ça, c'est entre le 17 février et le 17 mars. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, des grands actionnaires qui ont vendu leurs actions alors qu'elles étaient parties de 100, elles atteignent 95. Ils sont les premiers à vendre. Leurs actions continuent à baisser. Les actions qu'ils détenaient, ça peut être celles de leur entreprise ou d'autres entreprises, elles atteignent 80. Qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Eux qui ont vendu à 95 avec une perte de 5, et ils se disent, si je rachète à 80, c'est une bonne affaire pour moi, puisque je l'avais vendu à 95. Donc, j'ai récupéré 95, je dépense 80. Ouais. Et je provoque un nouveau mouvement à la hausse. Entre le 17 février et le 17 mars, s'il augmente de 20% entre le 17 mars et il y a 2 jours, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bourse de Bruxelles est toujours à un niveau inférieur à celui du 17 février. Il faut vraiment apprendre à décoder les messages qu'on nous fait passer. Ce qui se passe à la bourse, quand on vous dit ça va mal pour tout le monde à la bourse, etc., c'est complètement faux. Des très grands actionnaires, y compris des grands actionnaires d'une entreprise qui va très mal en bourse, ont peut-être fait un maximum de pognon parce qu'ils ont revendu à temps ou parce qu'ils ont racheté à temps. Les actions des grandes banques aux États-Unis ou en Belgique ou en France ont chuté de l'ordre de 30 à 40%. Qui sont les principaux acteurs dans les bourses? Pour acheter ou vendre des actions, les grandes banques sont les intermédiaires de la mise en vente des actions. Les banques touchent des commissions sur chaque transaction de vente ou d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si leur action chute, elles prélèvent des commissions sur toutes les transactions, pas simplement sur les ventes et les achats de leurs propres actions, mais comme elles sont des intermédiaires pour d'autres, sur les actions des autres entreprises. Et donc, les banques américaines viennent de dire, ouais, c'est vrai, nos actions ont baissé de 30%, c'est embêtant, mais nos revenus sur les transactions, sur la vente des actions, ont augmenté de 30%. Nos actions ont baissé, mais nos revenus ont augmenté. Donc, quand on fait passer le message que la situation est très grave pour l'économie, de nouveau, il y en a qui s'en sortent très bien. Et ceux qui s'en sortent très bien, c'est notamment ceux qui ont poussé au développement de la bulle spéculative.